14 juin est une date instituée par l'Organisation mondiale de la santé OMS pour remercier les donneurs de sang pour leur geste et aussi sensibiliser la population à l'importance du don de sang. Le Centre national de transfusion sanguine de Lomé et celui de Sokode à l'intérieur du pays font malheureusement face souvent à des pénuries de sang et de ses dérivés. Quel est aujourd'hui le taux de couverture de la transfusion sanguine et comment remobiliser la population à l'importance du don de sang? Est-ce que des stratégies nouvelles sont-elles élaborées pour augmenter le nombre de donneurs? Les vraies difficultés qui se posent au niveau du système transfusionnel togolais, nous en parlons dans cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Santé d'abord. Bonsoir Olive. Bonsoir Carole. Et merci de m'accompagner tous les mardis dans cette émission. Écoute Carole, c'est toujours un plaisir aussi pour moi d'être sur le plateau de Santé d'abord avec toi. Le plaisir est partagé. Alors comme je le disais tout à l'heure à l'entame de cette émission, que nous parlons ce soir de l'importance du don de sang parce qu'aujourd'hui c'est le 14 juin, une journée qui a été instituée par l'OMS pour remercier d'abord les donneurs pour leurs gestes et aussi sensibiliser la population à l'importance du don de sang. Et pour répondre à nos multiples questions préparées ce soir, nous avons un invité devant nous. Oui, nous avons comme invité le professeur agrégé Lotina Feteke. Le professeur Feteke, il est maître de conférences en biochimie et directeur du Centre national de transfusion sanguine de Lomé. Très bien, merci pour la présentation, professeur. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Et bienvenue dans Santé d'abord. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est une opportunité aussi que vous m'offrez pour parler du don de sang. Merci beaucoup. Alors, la toute première des questions, professeur, quelle est la situation actuelle de la transfusion sanguine en termes de couverture? Bien, alors pour couvrir tous les besoins en produits sanguins d'une population, on a besoin que 1% de cette population donne son sang. Donc pour le Togo, environ 75 000 poches de sang. Et donc si nous faisons le bilan de l'année écoulée 2021, tous les centres de transfusion sanguine du pays ont collecté 53 662 poches de sang, et donc ce qui correspond à 71% des besoins qui sont couverts. Très bien. Alors, 75% des besoins qui sont couverts. Et donc, aujourd'hui, pour atteindre le gap des 25% de besoins restants, il faut plus de donneurs. Alors, dites-nous, qui sont vos cibles lorsqu'on parle du don du sang? Alors, les donneurs de sang, la cible, c'est toute la population qui obéit aux critères du don de sang. Et donc, ce sont les élèves et étudiants, ce sont les travailleurs du public et du privé, mais ce sont également les populations qui se concentrent dans certains lieux à certains moments, tels que certains marchés spéciaux, des foires commerciales et également les lieux de culte. Donc, les dimanches et les vendredis, nous sommes sur les lieux de culte parce qu'il y a de grands rassemblements à ces endroits-là. Donc toute la population est intéressée par le don du sang. Et donc vous ne rencontrez pas de réticence par rapport à ces cibles-là citées? Alors les réticences au don de sang, ça, nous les avons cernées depuis une vingtaine d'années, où nous avons fait une étude sociologique. Et donc la sensibilisation, la communication autour du don de sang a été bâtie autour des éléments qu'il faut pour vaincre ces réticences-là. Et donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de réticences à faire le don de sang. Seulement, nous n'avons pas encore atteint les 1% de la population pour atteindre la couverture totale de tous les besoins. Très bien. Olive? Alors, professeur, tout le monde peut donner son sang, mais il doit avoir quand même des critères d'éligibilité. Bien sûr, il y a des critères. Quand je dis c'est toute la population, j'ai ajouté qu'il fallait que la population obéisse aux critères du don de sang. Alors, pour être donneur de sang, il faut avoir 18 ans révolus et ne pas avoir 60 ans révolus. Donc, entre 18 et 60 ans, on fait les dons de sang. Il y a un deuxième critère, c'est être en bonne santé apparente. Ça, c'est le ressenti de la personne qui veut faire le don de sang. Mais il y a dans la population des gens qui disent « Ah, moi, tel que je suis, je ne peux pas faire le don de sang ». Non, ce ressenti-là sera confirmé par un entretien et
un examen avant de faire le don de sang et c'est un médecin qui vous dira écoutez, votre santé vous permet de faire le don de sang ou alors ne faites pas le don de sang parce que ce n'est pas bon pour vous. Donc voilà, il faut être en bonne santé apparente. Il y a un troisième critère. Pour des raisons techniques, répondant à la quantité maximale de sang qu'on peut prélever chez un individu et également à la quantité minimale de sang qu'on peut prélever pour préparer les produits sanguins. Et donc, il faut avoir au minimum 50 kg de poids pour pouvoir faire le don de sang. Et un dernier critère, il ne faut pas être porteur d'une maladie transmissible par le sang ou alors avoir pris un risque qui pourrait vous exposer à ces maladies transmissibles par le sang là. Donc voici les 4 critères: l'âge, le poids, la santé et puis les maladies transmissibles. Alors dites-nous professeur, dans tous ces critères vous avez mentionné le critère des analyses. Il faut un bilan prêt avant de donner du sang. Est-ce que les frais de ces analyses-là, est-ce que c'est le centre qui fournit ou bien c'est le donneur qui doit de ses propres poches faire sortir de l'argent pour faire ces analyses-là? Non, le malade ne fait aucune analyse avant d'arriver au Centre national de transfusion sanguine. C'est au Centre national de transfusion que toutes ces analyses sont faites. Donc au départ, c'est un entretien, puis on fait un examen sommaire pour voir les constantes. Juste un examen de routine? Oui, oui, un examen de routine pour apprécier l'état de santé du donneur lui-même. Et donc le questionnaire vise à cerner le risque qu'il pourrait représenter pour le receveur par rapport aux maladies transmissibles par le sang. Et donc s'il est déclaré apte à faire le don de sang, on fait le prélèvement et c'est là où on fait d'autres analyses sur le sang pour éventuellement voir si malgré l'interrogatoire on a pu laisser passer un donneur qui serait contaminé. Donc les tests permettront de déceler ces donneurs-là. Donc les analyses sont faites au Centre national de transfusion sanguine. Très bien, merci. Alors professeur, quelqu'un qui a été transfusé une fois, peut-il donner son sang? Bien, alors donc quand quelqu'un est transfusé, il devient très sensible. Il est sensibilisé et il a envie de faire un don de sang. Malheureusement, quand il arrive, on va lui dire, comme vous avez été déjà une fois transfusé, vous ne pouvez pas faire votre don de sang. Et effectivement, le sang, c'est un produit qui véhicule des maladies. On a fait tous les tests, mais peut-être qu'il y a un virus qu'on ne connaît pas encore qui est transmissible par le sang. Donc si on continue à utiliser le sang des personnes transfusées pour faire le don de sang, évidemment un jour on découvrira que non, cette personne-là était à l'origine de la contamination d'un grand nombre de personnes. Et donc par précaution, on a décidé que quand quelqu'un est transfusé, il ne doit plus donner du sang. Merci professeur. Alors quels sont les avantages à donner son sang, professeur? Bien, en matière de don de sang, on ne devrait pas parler d'avantages parce que le don de sang, c'est un acte généreux, altruiste, salutaire, humaniste. Voilà. Altruiste. Et donc, la satisfaction d'avoir sauvé une vie, bon, elle est au-dessus de tous les avantages. Néanmoins, on considère que le fait de faire régulièrement les dons de sang, donc tous les 3 mois, ça veut dire que vous avez un examen médical qui prouve que vous êtes en bonne santé pour donner le sang. Ensuite, on teste votre sang. On vous répond, vous n'avez pas de maladie transmissible par le sang. Donc, on considère que bon, c'est un avantage de savoir quel est l'état de santé qu'on a. Néanmoins, les centres de transfusion essayent de mettre en place certaines dispositions pour favoriser en quelque sorte les donneurs de sang. Les donneurs fidèles? Oui, exactement. Parce que le donneur de sang, c'est un humain, il peut aussi être dans le besoin de sang. Donc si ça arrivait, on donnera la poche gratuitement au donneur. Quel que soit le nombre de poches, il les recevra. Bon, sous réserve que les poches soient disponibles, bien sûr. Et quand c'est pour sa famille proche, son père, sa mère, son conjoint, ses enfants, et on lui appliquera un demi-tarif. Donc, bon, on considère ça comme des avantages, mais en vérité, en matière de don de sang, on ne devrait pas parler de ces avantages. C'est le geste même humaniste et salutaire qui compte. Exactement, c'est ce geste-là seulement qui est important. Très bien. Nous allons passer au premier sujet de cette émission, Olive. Effectivement, Carole, nous allons passer au premier sujet. Alors, si vous voulez donner de votre sang, il suffit tout simplement de se rendre dans un centre de transfusion sanguine. Là, il y a toute une procédure à suivre. Cette procédure comporte plusieurs étapes que nous allons découvrir dans ce sujet. Le don de sang, un acte de solidarité. Au Centre national de transfusion sanguine, le donneur est soumis à tout un processus. Tout débute par un entretien avec un agent de santé. Une fois jugé apte,
Le donneur est reçu par le préleveur. Un volume du sang est prélevé en fonction du poids du sujet. Nous allons prélever juste une quantité comprise entre 350 et 450 millilitres. Et à la fin, c'est l'organe qui supporte très bien parce que la phase liquidienne est récupérée de 24 à 48 heures et la phase cellulaire 2 à 3 semaines. Tout est bien chez notre donneur. Après le prélèvement, une partie du sang est envoyée au laboratoire pour analyse. Objectif, s'assurer de sa bonne qualité. À la fin, on va prélever des échantillons. Il y aura 2 tubes. Un tube qui va prendre le sang et maintenant, le tube ira au service de la sérologie. C'est ce tube bouchon rouge qui vient en sérologie où nous sommes appelés à faire 4 types d'analyses sur cet échantillon. Donc d'abord, il y a 3 virus qu'on a cherché et une bactérie. Parmi les 3 virus, il y a l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH. Maintenant, la bactérie, c'est le syphilis, test de syphilis qu'on va chercher. Et le deuxième tube ira au service de immunohématologie pour pouvoir déterminer le groupe auquel appartient le sang et le résus. Dès que les échantillons arrivent ici en immunohématologie, nous les recevons. Nous vérifions la conformité entre la fiche qui a été transférée et les échantillons. Ensuite, nous procédons à la détermination des groupages sanguins. C'est à la fin du processus, on aura les poches qui sont indemnes des virus, c'est-à-dire les poches jugées valides qui iront maintenant au service de distribution pour servir nos malades. À la fin de l'opération, le donneur est convié à une petite collation. Le temps pour l'équipe médicale de le mettre en observation. Elle peut durer au moins 15 minutes. C'est toute une habitude bien motivée. Chaque 4 mois, je viens donner du sang. Ça fait au moins 2 ans. C'est la 8e séquence. Depuis que j'ai commencé par donner du sang, je n'ai senti aucun malaise quand même. Je n'ai senti aucun malaise. Je me sens bien dans ma peau. Il fait un temps, ma mère avait eu des périodes de sang. Elle a un peu duré à l'hôpital à cause du manque de sang. Donc je me suis lancé pour dire, bon, si je vais contribuer au don de sang pour pouvoir sauver des vies après. Bien que le don de sang soit un acte salutaire, certains s'abstiennent encore au détriment des préjugés. Il y a certains qui ont encore peur de pouvoir faire le don de sang parce qu'ils se disent, ici, en donnant de leur sang, ils peuvent toutefois contracter d'autres maladies. Nous rassurons que c'est un matériel stérile et qui est à usage unique. Et quand vous donnez du sang, contrairement à ce que les gens racontent en ville, quand on va vous vider de votre sang, nous rappelons que c'est une quantité qui est supportée par l'organisme et c'est une quantité qui représente le 13e du volume sanguin. J'exhorte toute la population à venir donner du sang. Ça sauve des vies, ça sauve vraiment des vies. Alors, professeur, quel est votre avis sur ce reportage? Est-ce que le reportage a été fidèle par rapport aux différentes étapes de la procédure telles que c'est décrit dans le reportage ou bien des choses à compléter? Évidemment, donc toutes les étapes au niveau du Centre national de transfusion sanguine ont été parcourues par ce reportage, mais ça finit par la distribution des produits sanguins où donc le Centre de transfusion sanguine met ses produits à la disposition, soit des hôpitaux, soit des parents de patients qui viennent chercher les poches de sang. Sinon, les étapes ont été respectées. Merci beaucoup. Merci, professeur. Olive. Alors, dites-nous, professeur, le sang est un produit vital pour la santé. Dites-nous combien de poches les banques doivent disposer pour qu'on parle de quantité suffisante à satisfaire les demandes? Alors, si on fait les 75 000 poches en termes de dons de sang, ça permet de couvrir les besoins. Ça correspond à peu près à 200 poches par jour pour tout le pays, soit les 2 tiers à Lomé et le tiers à Sokodé. Donc, si on a ces 200 poches chaque jour, on couvrira tous les besoins en produits sanguins. Alors, professeur, lorsqu'on prend le sang, il y a différents groupes sanguins. Et donc, est-ce qu'au niveau du centre dont vous êtes le directeur, est-ce que ce centre arrive à satisfaire tous les groupes sanguins, y compris les groupes sanguins les plus rares, tels que B, B- et AB- par exemple? Bien, théoriquement, la proportion d'un groupe sanguin donné est la même chez les donneurs de sang et chez les malades. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème.
Mais le petit déséquilibre vient du fait que un donneur donne une seule poche de sang et un receveur, quand il est adulte, il prend au minimum 2 poches de sang. Et donc c'est ce qui fait que à certains moments, on ne trouve pas certaines poches. Voilà. Autant les donneurs de groupes rhésus négatifs sont rares, mais les malades aussi sont rares. Seulement, il n'y a pas de synchronisation. C'est ça. Le malade peut arriver le jour où un donneur de ce groupe n'est pas arrivé pour faire ce don de sang. Et on lui dira, attendez demain, après-demain. Et donc, dans les jours qui suivent, habituellement, on peut lui trouver la poche. Donc, c'est le fait que ce groupe soit rare qui fait que c'est difficile de le trouver. Bon, donc, c'est la même proportion dans la population et chez les donneurs de sang. Alors, face au désespoir parfois des demandeurs, moi j'ai une fois visité votre centre, il y avait vraiment plein de monde avec des petites glacières et finalement, ils ne trouvent pas du sang. Et tout le monde est désespéré parce que de l'autre côté, au niveau de l'hôpital, il y a un patient qui est en train de mourir. Alors face à ce désespoir-là, quel est votre état d'âme? Quels sont vos sentiments? Alors, c'est une situation que nous subissons au centre de transfusion sanguine dans la mesure où ce n'est pas à nous de remettre les poches de sang aux parents des patients. Normalement, la distribution normalisée, telle qu'elle doit se pratiquer, nous déposons les poches de sang dans les banques de sang des hôpitaux. C'est ça. Donc c'est parce que plus de la moitié des hôpitaux du pays n'ont pas de banque de sang que nous gardons les poches au CNTS. Vers le centre. Voilà. Alors si les hôpitaux avaient les banques de sang, on déposerait le stock de chaque hôpital à son sein. De telle sorte que quand le patient a besoin de poches de sang, on va au laboratoire ou à la banque de sang, on prend la poche et on le transfuse. Maintenant qu'il n'y a pas de banque de sang et que les hôpitaux envoient leurs patients au centre de transfusion sanguine, mais vous voyez, s'il y a 10 patients dans tel hôpital, 5 dans tel autre, 15 dans tel autre, eux tous se retrouvent au centre de transfusion sanguine, mais ils vont faire une queue pour pouvoir être servis. Voilà. Et donc le temps de service sera long en fonction du nombre de personnes qui sont venues chercher les poches de sang. Donc c'est le circuit de distribution qui doit être amélioré pour éviter cette attente interminable pour avoir des poches de sang. Sinon, voilà, comme je l'ai dit, c'est une situation que nous subissions. Nous ne souhaiterons pas avoir cette situation. On souhaiterait que les hôpitaux viennent prendre les poches de sang et ils les gèrent avec leurs patients. Absence de banque de sang dans certaines structures sanitaires, à qui la faute? Professeur, à qui la faute? Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une structure sanitaire, dans un hôpital, qu'il n'y ait pas une banque où on approvisionne ou bien on garde au frais le sang qui est un besoin urgent parfois dans certaines situations, dans les hôpitaux. Oui, mais la transfusion sanguine, c'est une activité très coûteuse. Et donc les banques de sang aussi. Les hôpitaux font des efforts. Bon, on espère que progressivement, ils seront équipés. Sinon, bon, la faute, c'est à qui? C'est à tout le monde. C'est la faute, c'est à tout le monde. C'est à tout le monde, d'accord. Le CNTS ne produit pas suffisamment. Les hôpitaux n'ont pas de banque de sang. Bon, c'est un cercle vicieux duquel il faut sortir. Nous nous en sortirons. Voilà, nous en sortirons, oui. Alors, professeur, dites-nous, les centres nationaux de transfusion sanguine ont pour rôle de collecter, d'analyser et d'assurer un approvisionnement sécurisé et régulier du sang. Alors, dites-nous, à quel niveau de la chaîne du système transfusionnel vous avez souvent des problèmes? Bien, quand vous avez une chaîne, vous comprenez que tous les maillons ont la même importance. Quand un maillon se casse, qu'il soit fort ou faible, la chaîne est brisée. Donc vraiment, c'est un équilibre entre les différents maillons. Alors, il y a le maillon don de sang. Aujourd'hui, nous avons 7 dons de sang pour 1000 habitants, alors que la norme voudrait qu'on ait 10 dons de sang pour 1000 habitants. Donc ça veut dire que ce maillon-là, il n'est pas encore à 100%. Mais la production aussi, la disponibilité des intrants n'est pas aussi à 100%. Ensuite, la disponibilité des banques de sang n'est pas à 100%. Et puis la transfusion au niveau hospitalier, proprement dit, également, il y a quelques manquements. Donc, tous les maillons de la chaîne ont des difficultés. Donc, il faut les résoudre.
Il faut résoudre les difficultés, Carole. Il faut résoudre les difficultés. Alors, dites-nous, professeur, aujourd'hui, combien de postes de collecte et de distribution avons-nous sur l'ensemble du territoire national? Alors, au Togo, nous avons quand même un système transfusionnel bien déployé sur l'ensemble du territoire, de telle sorte qu'il y a 2 grands centres, le Centre national de transfusion sanguine à Lomé, le Centre régional à Sokodé. Et maintenant, ces centres ont des antennes dans les préfectures. Donc, on les appelle les postes de collecte et de distribution. Ils sont au nombre de 6. 4 relèvent du CNTS et les 2 autres du CRTS. Donc, ces sites, c'est Afanya, Balimé, Atapamé. Il y a aussi au CHU Sylvanus Olympio. Ensuite, il y a Kara et Dapan. Donc, tout le territoire est couvert par les infrastructures transfusionnelles. Et donc, si on a tout ce qu'il faut, on peut faire de la bonne transfusion. Alors, le deuxième sujet de cette émission, lorsqu'on veut donner du sang, c'est une décision qui vient de soi-même. Alors, cette décision, on peut le dire, plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Alors, plusieurs raisons relevant donc des circonstances ou bien des coûts de la vie peuvent pousser une personne à prendre justement la décision de donner, de devenir un donneur, de donner de son sang. Alors, nous allons écouter le témoignage d'un donneur rencontré justement au niveau du Centre national de transfusion sanguine de Lomé. Qu'est-ce qui l'a motivé à devenir aujourd'hui donneur et à être inscrit sur la liste des donneurs? Nous allons l'écouter tout de suite. Les raisons pour ma venue ici sont multiples. La première a été des années précédentes où ma tante a été malade, où il a fallu lui faire une transfusion sanguine. Le problème, c'est qu'aucun d'entre nous ne faisait de transfusion sanguine, aucun d'entre nous n'a jamais fait en fait. Alors que ma tante avait le même goût sanguin que tout le monde à la maison en fait. Donc à partir de ce jour, j'ai décidé de faire le don de sang et depuis j'ai continué. Les deuxièmes raisons étaient les raisons citoyennes, si on peut le dire ainsi. À part ma tante, il y avait beaucoup de personnes qui mouraient à cause des accidents. Parce qu'il n'y avait pas de sang, tout simplement la personne mourait. Donc ces genres de choses, sincèrement, m'ont touché et j'ai décidé de prendre le pas et de le faire régulièrement. Selon le carnet, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, tout ça. Ça fait la 9e. Sans mentir, je n'ai reçu aucun effet négatif ni positif. Bon, du moins, moi je suppose, je n'ai pas prêté attention, mais négatif, non, positif, je ne sais pas. Donner de son sang n'est pas seulement qu'un acte simple, c'est une action que nous prenons pour pouvoir aider nos frères et sœurs. Aider nos frères et sœurs, ce n'est pas être un super-héros, il faut être un être du quotidien. Et peut-être aider en donnant de son sang, on est en train d'aider quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui va continuer à vivre parce qu'on a donné du sang. Donc je vous encourage à le faire, c'est un acte qui est très intéressant. Bon, qui fait un peu peur, je l'avoue, mais au fur et à mesure, on finit par comprendre et à cerner le truc. Professeur, oui. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les propos de ce donneur? Par exemple, une phrase, un mot? La transfusion, on est sensibilisé quand un parent a besoin de sang. Et donc c'est le point de départ pour la plupart des donneurs de sang. Et bon, ils deviennent des donneurs réguliers. Donc ça, c'est important. Il a été touché par la situation et il a décidé, bon, bien que la situation qui le concernait est déjà passée, il a décidé de devenir un donneur pour les autres. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Oui. Alors, je serai à votre place que le mot qui peut-être retiendra mon attention, c'est le mot peur. Il a dit que ça fait peur. Et c'est le lieu de rassurer justement les potentiels donneurs pour dire que non, c'est un geste qui ne fait pas peur. Le prélèvement, ça n'a rien de douloureux. Je croyais que vous allez rebondir sur le mot peur. C'est l'occasion. Il a expliqué lui-même que ça fait peur, mais bon, finalement, il a pu cerner ça. Mais au cours de nos sensibilisations, on répond fréquemment à cette question-là. Voilà. Donc les gens ont peur de léguer. Bon, donc on leur explique que bon, quand vous voulez sauver quelqu'un, bon, je crois qu'il y a un minimum
minimum de douleur que vous aurez quand même pour accepter ça, et les gens vont utiliser cette aiguille de façon très professionnelle et donc vous aurez moins mal que ce que l'aiguille prévoyait de vous donner comme douleur. Ok. Carole, à l'époque, quand on était étudiante, nous on n'avait pas peur de l'aiguille. Hein. On prenait d'ailleurs beaucoup de plaisir à aller donner de son sang. Pourquoi? Parce que tu auras droit à une boîte de lait, à une boîte de sardines, à un nouveau billet de 1000 francs, et on allait. Tu vas, mais on te dit non, de revenir parce que tu n'as pas encore fait. Ça fait pas 3 mois que tu as donné de ton sang. Donc moi je crois que quand on veut donner de son sang, il n'y a pas à avoir peur. C'est avec beaucoup d'amour qu'on va donner. Hein, on donne le sang pour sauver. On est content, on est d'ailleurs fiers de donner du sang pour sauver d'autres vies. Donc. Et donc non, ce n'est pas pour sauver d'autres vies, mais ce qui vous motivait dans le temps, tel que vous l'avez dit, c'est une confidence. C'est la collation. C'est la collation. Et justement, la collation, et la collation, elle est composée de quoi, professeur? Aujourd'hui, la collation. Je vais y revenir, mais nous, on ne considère pas la collation comme un avantage au don du sang, parce que, vous savez, la collation, l'a dit, c'est pour mettre en observation le donneur. Ça veut dire que le donneur, une fois que vous avez prélevé de son sang, peut faiblir. Oui, parce que c'est un volume sanguin qui a été prélevé et donc les pressions sanguines doivent s'équilibrer pendant un certain nombre de minutes. Et donc, c'est justement, on prend cette collation pour maintenir le donneur sur place pendant au moins 15 minutes, le temps que ces pressions s'équilibrent. Sinon, après le don de sang, c'est possible qu'en marchant, on ait le vertige. Donc, après passer les 15 minutes, l'organisme a eu le temps de réguler sa pression et surtout le sang circule en excès normalement et il y a certains organes qui gardent le surplus tels que la rate, et donc quand on fait le prélèvement, les 15 minutes là, ces organes là vont libérer le surplus de sang là pour venir combler le truc. Sinon la collation, ce n'est pas pour attirer le donneur de sang. Sinon la collation, elle est composée juste, c'est le liquide qui est important, le liquide qu'on prend qui permet de remplacer. C'est quel liquide? C'est de l'eau, non? Quand on prend de l'eau, c'est déjà suffisant, mais on ajoute une sucrerie, et puis bon, un petit pain, et puis bon, sinon c'est pas très important la collation. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 centres sur l'ensemble du territoire national. Il y a le centre de Lomé et le centre de Sokodé. Alors, dites-nous, professeur, de façon sincère, quelles sont les faiblesses de ces 2 centres-là? Des faiblesses qui restent les vraies préoccupations de la structure, de ces 2 structures-là. Alors, les faiblesses de la transfusion, c'est l'insuffisance de la production. Oui. Donc, malgré les efforts que nous faisons, donc la production actuelle est insuffisante pour couvrir tous les besoins. Ça, c'est une faiblesse que nous essayons de corriger. Bon, donc, à travers l'augmentation régulière de la production d'année en année. Et la deuxième faiblesse, c'est le circuit de distribution qui n'est pas vraiment normal. Hein, le fait que les parents des patients viennent dans les centres de transfusion sanguine pour chercher les poches de sang. La conséquence de ça, c'est que les hôpitaux qui sont proches des centres de transfusion sanguine, leurs patients auront plus de chances d'avoir les produits sanguins. Et ceux qui sont éloignés, qu'est-ce qu'ils feront? Donc, vraiment, il faut que cette faiblesse-là soit relevée pour permettre une distribution à travers les banques de sang hospitalières pour que tous les patients soient logés à la même enseigne. Une distribution équitable. Voilà. Alors, professeur, il existe une politique nationale en matière de transfusion sanguine. Quels sont les principaux axes de cette politique, professeur? Alors, donc, les axes de la politique nationale, il y a d'abord la réglementation. Alors, l'État togolais a fait de la transfusion son monopole. Il n'y a que l'État qui peut faire de la production en termes de produits sanguins. Et donc, l'État confie cette activité à des centres créés par lui et agréés, donc le Centre national de transfusion sanguine, le centre régional et les postes de collecte et de distribution. Donc, aucune structure privée ne peut faire de la transfusion, de la production. Ça, c'est la politique qui le dit clairement, et ça, c'est pour des raisons de sécurité. Il n'y a que l'État qui peut dépenser sans compter pour assurer la sécurité des produits. Si vous demandez à un privé de le faire, il va vous calculer le prix de cession de la poche de sang en fonction de tous les réactifs qu'il a utilisés. Et donc, voilà. Donc, il y a ce monopole de l'État. Ensuite, ça a été traduit à travers des textes d'application aussi, tels que un décret qui organise les établissements de transfusion sanguine qui dit que le pays est divisé en 2 parties. Une partie qui sera couverte par le Centre national de transfusion sanguine
et la deuxième partie par le centre régional de transfusion sanguine. Et donc théoriquement, quand un hôpital est situé sur le territoire du centre régional de transfusion sanguine, il ne peut aller qu'au centre régional pour chercher les produits sanguins pour les malades de son hôpital. Donc c'est comme ça que ça a été bien scindé. Et puis il y a eu d'autres textes, un guide de bonne pratique transfusionnelle qui donne les règles à suivre pour faire de la bonne transfusion. Et là, tout le pays le respecte de la même manière, de telle sorte que les produits ont la même qualité. Ensuite, il y a l'organisation sur le terrain. Alors nous avons ce qu'on appelle la centralisation de la qualification du sang. Donc les tests pratiqués sur les dons de sang ne peuvent pas se faire sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a que quelques centres, actuellement 3. Le centre national à Lomé, le centre régional à Sokodé et le poste de collecte de Dapaon qui aussi peut faire les analyses sur le sang. Ça permet d'avoir des équipements limités sur un nombre de sites restreints, de telle sorte que ce soit plus efficace. Et là, le sang est traité de la même manière sur ces 3 sites-là, et donc tous les Togolais ont des produits de même sécurité. Ensuite, il y a la décentralisation de la collecte de sang. La collecte de sang doit pouvoir se pratiquer sur toute l'étendue du territoire. Et donc c'est pour ça qu'il y a les postes de collecte et de distribution pour prolonger l'activité des centres, du centre national et du centre régional. Et donc tout le pays est couvert en matière de dons de sang. On peut aller faire la collecte de sang à n'importe quel point du territoire, ce qui est normal puisque tout le territoire utilise le sang. Il faut qu'on puisse collecter un peu partout. Ensuite, la distribution aussi est décentralisée parce que quand bien même les produits sont préparés sur ces 3 sites, les produits sont transportés partout pour servir aux patients du pays. Ensuite, il y a l'assurance qualité, où on a des règles de qualité pour que la transfusion sanguine, lorsqu'une poche de sang sort d'un des centres du pays, il a à peu près les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est le guide de bonne pratique transfusionnelle qui permet à tous ces centres-là de travailler de façon rationnelle. Alors, la qualification biologique, elle se fait avec des techniques normalisées et surtout sous un contrôle externe. Donc les centres sont abonnés à une évaluation externe de la qualité qui prouve que les analyses que vous faites là, quand vous dites c'est positif, c'est vraiment positif. Et quand c'est négatif également, donc la fiabilité, comme vous le dites, des examens. Donc la politique du pays a été déliée en ces différents axes pour que la transfusion soit bien maîtrisée. Merci. La réponse à cette question a été longue, c'est vrai, avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Mais permettez, professeur, que je revienne sur un aspect. Vous avez parlé tout à l'heure de la sécurité transfusionnelle. Et je crois que cette sécurité, elle est importante. Et vous avez dit que seul l'État peut investir dans des coûts pareils. Parce que cette sécurité a un coût. C'est un lourd investissement. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous cédez? Vous aimeriez qu'on dise céder, mais nous on dit, vous vendez. Alors, vous vendez le sang humain. Mais vous avez vite fait de nous enlever ce mot-là au bout des lèvres pour dire que non, on ne vous vend pas du sang, mais on vous cède le liquide sanguin ou bien ce liquide vital. Alors, pourquoi est-ce que vous prenez de l'argent chez les donneurs bénévoles, ceux qui donnent du sang aussi? Lorsque la famille vient pour demander du sang, il faudrait qu'on donne de l'argent. Est-ce que c'est à cause du coût de la sécurité transfusionnelle? Alors donc, je vais encore insister là-dessus. nous ne vendons pas. Vous êtes là pour ça, professeur. Il faut insister parce toujours. Que vendre, c'est une activité commerciale qui génère des bénéfices. Or, nous dépensons plus de 50 000 francs pour produire une poche de sang. Et l'État décide qu'on cède la poche à 6 000 francs. C'est une subvention. Donc, vous voyez où est le bénéfice. Donc, on ne peut pas parler de vente de sang. Donc, c'est une contribution qu'on demande aux ménages pour favoriser le fonctionnement des centres de transfusion sanguine. C'est vrai que l'État subventionne la transfusion sanguine, mais la subvention, ce n'est pas 40 000 multiplié par le nombre de poches. Voilà, subvention ne veut pas dire gratuité. Voilà, donc on subventionne une partie et donc il faut que les gens contribuent
Bon, donc en fait, le financement de la transfusion sanguine, bon, c'est un casse-tête pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a des pays où bon, le centre de transfusion vous dit, comme ma poche, je l'ai produite à 50 000, il dit à l'État, je vais la vendre à 50 000. Bon. Et l'État accepte parce qu'il y a la sécurité sociale qui va couvrir. Mais aujourd'hui, ben, les dépenses de sécurité sociale, chaque fois on dit, ah, il faut maîtriser ça, il faut maîtriser. Donc là-bas aussi, ce n'est pas le bonheur absolu. Et il y a d'autres pays où le sang est gratuit. Et alors on dit, l'État va tout donner. Mais bon, l'État ne peut pas tout donner. Si bien qu'ils ont aussi une insuffisance de production. Et parfois, ils se demandent, mais si on faisait comme les autres en pratiquant un prix de cession? Mais bon, ils ne peuvent pas le faire. Bon, donc nous aussi, on a notre système qui est intermédiaire entre les deux. Bon, aucun système ne s'en sort sur le plan du financement et donc bon, on va continuer à pratiquer ce coût de cession-là bon, jusqu'à ce qu'on trouve une solution définitive. Alors, par rapport à cette production sanguine, est-ce que vous ne cherchez pas à avoir des partenaires? Est-ce que tout doit reposer sur l'État, mais à chercher des partenaires? Est-ce que ce n'est pas possible? Alors, ces partenaires sont aussi les partenaires de l'État. Hein. Donc, les partenaires qui nous accompagnent, c'est les partenaires de l'État. Donc, des partenaires vous accompagnent quand même? Oui, bon, les partenaires nous accompagnent, mais bon, pas de façon continue. Alors, si on a atteint le niveau que nous avons aujourd'hui, oui, nous remercions les partenaires. C'est eux qui nous l'ont permis. L'Agence française du développement en particulier. L'AFD. Oui, sur un projet. Voilà, de 2007 à 2012. C'est eux qui nous ont permis de construire tous ces centres de transfusion sanguine sur tout le territoire et donc d'équiper et de faire la promotion du don de sang pour atteindre progressivement le niveau que nous avons. Mais les partenaires viennent de temps en temps, ils ne peuvent pas le faire continuellement. Et donc, en l'état actuel, bon, il n'y a que l'État qui nous finance. Voilà. Donc, on n'a pas de partenaire. Très bien, on a compris. Je vais aborder dans le même sens que Carole pour parler toujours de la sécurité transfusionnelle. Quand on sait que le risque zéro n'existe pas, quelles sont les garanties que le Centre national de transfusion sanguine donne aux demandeurs? Quelles sont les garanties que vous donnez aux demandeurs vis-à-vis de ces risques? Les risques de la transfusion sanguine. Voilà. Alors, les garanties sont déjà dans la politique transfusionnelle. C'est le monopole de l'État. Comme je l'ai dit, c'est l'État qui peut l'État n'a pas voulu laisser ça aux mains des privés. Pour assurer la sécurité. Donc, il y a d'abord le fait que ce soit un monopole de l'État. Ça donne une certaine confiance à la sécurité des produits. La deuxième chose, nous collectons le sang uniquement auprès des donneurs volontaires et bénévoles. Alors c'est le seul système qui garantit la sécurité du sang. Parce que le donneur décide volontairement de donner son sang. Alors au cours de l'entretien pré-don, il donnera des réponses honnêtes pour qu'on puisse cerner le risque qu'il peut représenter pour le receveur. Et puis c'est bénévole. Bon, pourquoi il va cacher une information pour donner son sang alors qu'il ne va rien gagner après ça? Donc le fait de prélever auprès des donneurs bénévoles et volontaires, c'est également un gage de sécurité. Ensuite, malgré tout ce verrou au niveau du donneur de sang, on va encore faire des analyses sur le sang. Donc chaque poche est testée pour rechercher au moins 4 maladies transmissibles par le sang. Donc celles sont les plus fréquentes et c'est ce que la politique du pays nous recommande de rechercher ces 4 maladies-là. Et systématiquement sur chaque prélèvement, on fait ces analyses-là. Et donc pour toutes ces raisons, nous pensons que les produits que nous cédons sont sécurisés. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Bon, donc en transfusion, il y a ce qu'on appelle le risque résiduel. Vous avez beau faire toutes les analyses, il peut y avoir un pourcentage très faible, parfois 1 sur 1 million, 1 sur 2 millions, pour qu'une poche puisse transmettre une maladie. Mais ça, c'est infinitésimal. Sinon, on prend toutes les précautions pour que le sang soit sécurisé. Merci, professeur. Alors, tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'Agence française de développement, AFD, qui a œuvré pour la mise en place d'un projet aux côtés du gouvernement, un projet dénommé Projet de développement de la sécurité transfusionnelle au Togo. Alors, si vous êtes donné aujourd'hui de formuler une doléance à l'endroit de l'AFD, quelles seront ces doléances, par exemple?
Ce projet a été un satisfait quand même, un projet tout à fait indéniable, vous le confirmez ce soir? Bien sûr. L'Agence française de développement est arrivée, nous a dit, je vais vous accompagner sur tel nombre d'années pour développer votre système transfusionnel. Voilà. Et ils l'ont fait. Voilà. Bon, donc, avec beaucoup de satisfaction, comme vous le dites, puisque nous avons, dans un premier temps, tous les tests réglementaires de la transfusion sanguine en dehors de la politique qui existait avant. C'est sous l'AFD qu'on a eu l'accompagnement pour les écrire. Ensuite, ils ont permis de construire de nouveaux centres de transfusion sanguine, de réhabiliter les anciens et d'équiper le tout, y compris en matériel technique et en logistique. Ils ont formé le personnel, donc les cadres de la transfusion, un certain nombre ont été formés sur ce projet-là. Et enfin, la promotion du don de sang a décollé même au cours de ce projet. Donc, on a créé les associations de donneurs de sang, une fédération des donneurs de sang. Ces associations ont été formées à la communication sur le don de sang. Donc, le don de sang a été aussi médiatisé et donc la population a su qu'il y a le don de sang. Donc, vraiment, c'est un projet qui nous a beaucoup satisfait et nous a amené à ce niveau. On ne doit plus formuler des doléances à leur endroit. Mais il y a quand même des problèmes qui subsistent. Oui, il y a des problèmes, mais bon, donc... Mais on ne va pas tout demander. D'autres partenaires viendront nous aider à résoudre le reste des problèmes. Très bien. La suite des sujets avec Olive. Oui. Alors, quand on sait que vous ne transfusez pas du sang au Centre national de transfusion sanguine, alors nous produisons le sang. Alors, pourquoi cette appellation? Pourquoi parler de Centre national de transfusion sanguine au lieu de parler de Centre national de don de sang, par exemple, professeur? Bon, c'est la tradition. Nous, on est venu voir le nom Centre national de transfusion sanguine. Mais vous pouvez quand même changer des choses. Les anciens ont bien travaillé et ils ont trouvé que c'est le nom qu'il fallait donner. Bon, on a suivi. Sinon, quand la transfusion a commencé, là où ça a commencé, c'est comme ça qu'ils ont dénommé les établissements qui faisaient la production de sang, Centre national de transfusion sanguine. Certains ont commencé à changer. Par exemple, en France, on dit établissement français du sang. Bon, donc on sent que c'est de la production. Bon, peut-être que ça viendra un jour chez nous, mais bon, l'appellation, nous pensons qu'il y a des problèmes plus importants que l'appellation. Quand on aura fini de résoudre ces problèmes, on va changer de nom. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec Olive. Centre national de transfusion sanguine. Lorsqu'on prend la définition de la transfusion sanguine, c'est le fait de transfuser du sang à celui qui en a besoin. Alors que chez vous, vous ne transfusez pas. Seules les transfusions se font dans les structures sanitaires, dans les hôpitaux. Mais vous, vous prélevez. Alors cette dénomination, c'est vrai que c'est la tradition, mais il faudrait à un moment donné briser cette tradition-là et aller de l'avant, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, en donnant l'exemple de la France. Bien, on va le dire au niveau de l'Afrique, parce que partout en Afrique, c'est comme ça. C'est la transfusion sanguine. Un jour, on changera. Voilà. À un congrès, on discutera de ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, un autre sujet? Oui, professeur. Le sang est constitué de différents produits, de différentes sortes de produits. Et ce sang peut être séparé en fonction des besoins des demandeurs. Comment se fait cette séparation et quels sont les éléments constitutifs du sang? Des explications avec M. Eso Monjona Tungoma. Nous sommes dans l'unité de préparation des produits sanguins labiles. Une fois les poches qui quittent le prélèvement, les poches viennent à notre niveau, ce sont nos matières premières. Ça. Et nous essayons de les séparer en différents produits sanguins labiles. C'est-à-dire quoi? Une fois les poches arrivées ici, on les centrifuge en les mettant en plot. C'est ce qu'il est en train de faire de l'autre côté. Il les met en plot et nous les centrifugeons. On centrifuge selon le produit que nous voulons. Si nous voulons le sang total, il y a un jeu de centrifugation que nous faisons là-bas. C'est par rapport à ça que nous centrifugeons. Et nous enlevons le plasma si nous voulons les concentrés de globules rouges. Il y a les concentrés de globules rouges. Nous préparons aussi le plasma. Et il y a les plaquettes que nous préparons aussi. Il y a le sang total. Tout dépend du besoin du demandeur. Maintenant, tous ces produits sont conservés à leur température optimale. Chaque produit avec sa température. Le sang est constitué de différentes sortes de produits. Il y a le globule rouge, il y a le plasma, il y a les plaquettes, il y a les globules blancs. L'intérêt, c'est que le patient, le malade, a besoin d'un produit spécifique.
Si le patient a besoin des globules rouges, nous séparons le sang et nous extrayons le globule rouge. C'est ça que j'appelle concentré de globules rouges. Et c'est ça que nous livrons aux patients. Si c'est les plaquettes, ainsi de suite. Si c'est le plasma, ainsi de suite. Alors, nous venons plutôt de suivre M. Fiadonou au lieu de Tunguma. Alors, professeur, dites-nous vos réactions par rapport au sujet qui vient de passer. Oui, donc le sang, la transfusion a évolué. Au début, on transfusait le sang total. Ce qui est prélevé chez le donneur, c'est ça qui est transfusé au receveur. Mais progressivement, on est passé à la transfusion sélective. Chaque patient a un besoin particulier, donc il faut répondre à ce besoin-là. Sinon, quand vous donnez le sang total, vous répondez aux besoins spécifiques et vous apportez des éléments superflus. Et donc, ça peut entraîner des complications de la transfusion sanguine. Et donc, voilà, on fait la séparation physique des éléments du sang pour avoir le sang qui est rouge, c'est le concentré de globules rouges quand il y a une anémie, donc on a besoin d'hémoglobine. Il y a le sang qui est blanc, jaunâtre, avec des cellules, c'est les plaquettes. Quand il y a des cellules, c'est les plaquettes. Quand il y a des troubles de la coagulation, c'est de ce sang-là qu'on a besoin. Et il y a le sang qui est blanc, jaunâtre, sans cellules, c'est le plasma. Là aussi, les troubles de coagulation, les facteurs de coagulation aussi sont contenus dans le plasma. Et en plus, c'est un liquide de remplissage, on peut l'utiliser dans ce sens. Donc, sur les ordonnances, on précise qu'on a besoin du sang 100% concentré globules rouges. Bien sûr. Donc, ça, on suppose que ce sont les patients drépanocytaires qui sont les demandeurs en majorité. Et bon, les drépanocytaires font partie des gens qui ont besoin des globules rouges. Non, mais quand quelqu'un saigne aussi, il perd à la fois le plasma et les globules rouges, il peut avoir besoin des globules rouges. Et puis pour d'autres maladies, les cancers par exemple, quand on traite, ça affaiblit la moelle osseuse qui ne peut plus produire les globules rouges, on en a besoin, les accidentés, tout ça. Non, non, il n'y a pas que les drépanocytaires, mais bien sûr, c'est une frange importante des receveurs de produits sanguins. Très bien. Alors, professeur, dites-nous, des collectes en ambulatoire, le centre le fait, probablement. Oui. Alors, est-ce que ces collectes aussi respectent les bonnes pratiques transfusionnelles? Absolument, parce que c'est la même procédure. On a besoin de quoi? Un espace confidentiel pour interroger le donneur de sang. Donc en collecte mobile aussi, on délimite un espace confidentiel avec des paravents et tout ça, loin de tout bruit pour pouvoir interroger le donneur. Ensuite, on a besoin d'un espace aéré pour pouvoir faire le prélèvement. C'est la même chose, on délimite cet espace-là et à la fin, un espace pour la collation des donneurs de sang. Et puis c'est les mêmes pratiques. Donc on va interroger le donneur exactement comme sur le site fixe et quand il est qualifié pour le don de sang, c'est-à-dire sa santé permet qu'on lui fasse le prélèvement, il va passer à la salle de prélèvement, etc. Donc on essaie de respecter toutes les étapes du don de sang de la même manière. C'est le cadre qui change, sinon toutes les activités sont les mêmes. Nous tendons inexorablement vers la fin de cette émission, mais il nous reste quelques petites questions et un dernier sujet à passer avant de nous séparer. Professeur, aujourd'hui, si la médecine, avec ses multiples avancées, arrive à fabriquer des produits sanguins artificiels en remplacement du sang humain, selon vous, est-ce que ce sera le plus grand défi dans le système transfusionnel, par exemple? Très bien, donc le sang c'est un produit particulier. Pour le moment, on n'arrive pas à le produire à l'échelle industrielle. Sinon, on produirait les besoins de toute une année en un jour et on stockerait ça pour les besoins de toute l'année. Malheureusement, le sang, c'est un produit qui a une durée de vie très brève et donc il faut faire des campagnes régulières pour avoir le sang. Alors, le sang artificiel, bon, la transfusion ou la médecine n'en fait pas un défi, même si la recherche se consacre à cette activité-là. Et donc la recherche, on sait d'avance que ça sera un produit très coûteux et hors de portée. Donc, bon, si ça arrive un jour, on se demande si on pourra l'utiliser à grande échelle comme on utilise les produits issus de dons de sang. Donc autant continuer avec notre traditionnelle transfusion basée sur les dons de sang et préparer les produits. Mais bon, si le sang artificiel arrive et qu'il est apporté, on va se frotter quand même les mains. S'il est abordable, s'il est accessible,
Hein, parce qu'à l'heure actuelle, on sait que son coût sera prohibitif. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bon, si ça arrive et qu'on décide que c'est maintenant ça qu'on va utiliser, bon, peut-être que les moyens seront là aussi pour l'utiliser. Mais sinon, la transfusion, je pense qu'il y a quelques décennies encore d'avenir avec la traditionnelle transfusion. Mais bon, j'espère me tromper et que d'ici demain, on ait le sang artificiel. Très bien. Alors, nous allons vous faire passer le tout dernier sujet de cette émission. Certains, justement, aujourd'hui, on parle de l'importance du don de sang. Et je l'avais dit à l'entame de cette émission que beaucoup de personnes sont réticentes à donner du sang. Alors, nul n'ignore les raisons de ce refus, de cette réticence, mais néanmoins, certains citoyens ont compris justement le bien fondé du don de sang. Et aujourd'hui, leurs noms sont inscrits sur la liste des donneurs au niveau des 2 centres. Nous avions rencontré quelques-uns qui se sont exprimés au micro de Santé d'abord. Nous les écoutons. Je suis partant de donner le sang pour sauver toute une vie. Oui, parce que c'est important, vu que dans les hôpitaux actuellement, il y a le manque de sang. À cause de ça, il y a des gens qui meurent. Donc, on doit faire tout possible pour sauver des vies. Dans la salle d'accouchement, il y avait une femme qui avait accouché par césarienne, qui saignait et qui avait aussi gens. On avait besoin de ça pour la sauver, en fait. Donc, il y a ces petits problèmes-là. On a pu trouver un peu pour la sauver. J'invite tout le monde à sacrifier sa vie pour donner le sang, pour sauver les femmes enceintes. Et non seulement les femmes enceintes, tous les malades qui sont dans le besoin pour sauver leur vie. Parce que c'est très important. Moi-même, je peux sauver la vie d'un homme. S'il faut donner le sang, je peux le donner. Il faut donner le sang à quelqu'un parce que ce cas peut arriver aussi un jour. Parce que, bon, nul n'est parfait, parce que dans ce monde, l'autre est malade. Bon, quand il est en urgence, toi aussi, tu seras en urgence un jour. Donc, en égalité, il faut lui donner le sang. Même si tu es là, tu es en bon état. Donc, lui, il est malade, il faut lui donner pour que demain, aussi, on peut aider, si ce n'est pas toi, ça peut être quelqu'un de ta famille aussi en égalité. Vous voyez, donc dans ce monde, il faut être gentil, jovial pour pouvoir être en communication avec tout le monde. Il y avait un frère, bon, il a fait accident. On lui dit d'aller à l'hôpital. Il dit que bon, que c'est église, que quoi. Bon, à la dernière minute, il est allé et il a vu que maintenant ça le chauffe maintenant. Et bref, il a dit qu'il va aller à l'hôpital. Il est allé, maintenant, bon, c'était tard. Et maintenant, on a couru de gauche à droite, on a amené le sang bien sûr, mais il a fini par partir. Et il faisait ses médias. Voilà, nous remercions ce soir tous les donneurs et nous les exhortons à poursuivre cet acte salutaire parce que c'est leur décision et nous ne pouvons que saluer cette décision-là. Tout à l'heure, professeur, je parlais de la réticence au sein de la population et c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits et vous continuez d'ailleurs ces efforts-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez élaboré de nouvelles stratégies en matière de communication, de sensibilisation pour avoir un plus grand nombre de donneurs? Ou bien les stratégies sont restées les mêmes? Bien, je peux répondre que les stratégies sont les mêmes, mais avec de nouveaux supports. Voilà. Liés à l'évolution technologique. Tout à fait. Et donc la stratégie, c'est quoi? En termes de communication. Oui, il faut communiquer. Il faut communiquer. Et donc c'est la communication visuelle à travers les télévisions, la communication écrite à travers la presse. Il y a des journaux spécialisés aussi qui nous parlent du don de sang. Mais aussi, il y a les techniques de l'information et de la communication. La communication numérique aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Voilà, ces outils, nous les utilisons, les réseaux sociaux. Donc, nous avons des comptes sur ces réseaux sociaux-là et nous communiquons avec les donneurs avec ça. La téléphonie mobile nous a servi aussi pour entrer en contact avec les donneurs de sang. Donc, ça a beaucoup joué dans la fidélisation des donneurs de sang. Donc, c'est les mêmes stratégies, mais avec les outils modernes. Bon, donc, si vous considérez
n'est que ces 2 nouvelles stratégies, alors c'est des nouvelles. C'est quand même des avancées. Bien sûr, dans le domaine de la communication. Absolument, absolument. Il y a eu une amélioration avec les nouveaux supports. Exactement. Voilà. Très important. Alors, professeur, des perspectives et défis du Centre national de transfusion sanguine? Oui. Alors, nous voulons être ambitieux en visant l'autosuffisance en produits sanguins. C'est-à-dire que normal. Quand au Togo on prescrit une poche de sang à un patient, il ne doit pas réfléchir, il va trouver la poche de sang. Donc ça c'est l'autosuffisance en produits sanguins, c'est le principal défi. Et cette autosuffisance va conditionner un deuxième défi, la distribution, un circuit de distribution adéquat, de telle sorte qu'on ne voit plus les Togolais circuler dans les rues des villes avec des glacières pour chercher les poches de sang. Ça, les glacières, c'est les glacières médicalisées de l'hôpital qui vont circuler entre la banque de sang et le lit du malade. Et donc, c'est les 2 principaux défis. Et donc, ça passe par la mise en place des banques de sang hospitalières, la signature de contrats d'approvisionnement entre les centres de transfusion sanguine et les hôpitaux. Ensuite, la création des comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance. Donc, c'est un comité à l'intérieur de l'hôpital qui suit tous les problèmes de transfusion pour assurer la sécurité des patients. Et puis, c'est l'échange d'informations entre l'hôpital et le centre de transfusion sanguine, puisque quand une poche est sortie, il y a des informations sur la poche et ça correspond à un patient donné. À la fin de la transfusion, il faut que les informations du patient aussi retournent au centre de transfusion sanguine pour que la boucle soit fermée, et donc on assure ainsi la traçabilité de bout en bout des produits sanguins. Donc c'est les principaux défis, donc l'autosuffisance et la distribution normalisée. Merci professeur. Et pour finir, vous avez certainement un message. Oui. Ce soir, vous devez avoir un message très fort, un message évocateur, parce qu'aujourd'hui, 14 juin, c'est la journée de sensibilisation par excellence à l'endroit de la population, de toutes les populations en général, pour l'importance de don de sang. Votre message ce soir, c'est lequel? C'est la journée mondiale du don de sang qui fait que je suis ici aujourd'hui. Voilà. Et donc le thème de la journée, c'est donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies. J'ajouterai que la transfusion elle-même, c'est une chaîne de solidarité. Donc rejoignez n'importe quel maillon de la chaîne pour faire avancer le mouvement de la chaîne. Si c'est le maillon don de sang, voilà, sensibiliser, renforcer cette sensibilisation autour de vous. Faites les dons de sang vous-même. Si vous ne pouvez pas, d'autres personnes le feront suite à votre incitation. Il faut aussi appuyer la production des produits sanguins à travers la disponibilité des intrants de préparation des produits sanguins. Appuyer la distribution à travers le déploiement des banques de sang hospitalières. Donc quelqu'un peut agir sur ce facteur-là en disant j'installe des banques de sang hospitalières dans tel nombre d'hôpitaux. Et enfin, appuyer l'administration du sang. Alors avant de transfuser une poche de sang, on fait un dernier test de sécurité. C'est le contrôle ultime au lit du malade qui est fait à partir de kits de tests rapides qui ont un coût qui vient s'ajouter au coût de la poche de sang. Et donc vous voyez que le patient il paie la poche de sang et il va payer encore le kit. Bon, si on peut le soulager ou bon, le convaincre que bon, ça fait partie de sa sécurité, il faut ce kit-là pour sécuriser au dernier moment l'acte transfusionnel. Donc voilà le message que j'ai. C'est ce message de solidarité qui interpelle tout le monde. Donc nous invitons toute la population durant toute cette période à faire les dons de sang. Mais faire un premier don de sang, c'est très bien, mais c'est la régularité qui est encore mieux. Donc nous vous appelons à faire des dons de sang réguliers. Régularité, fidélité, je crois que c'est les 2 mots-clés. Maintenant, nous allons faire un exercice, professeur. Alors, s'il vous est donné de formuler un slogan en ce jour de la sensibilisation sur l'importance du don de sang, quel serait ce slogan en une phrase? La transfusion, c'est un acte de solidarité. Ça me concerne, ça concerne tout le monde. Merci. Alors moi, je dirais, le sang, c'est la vie. Venez donner du sang, ou encore, donner du sang, c'est donner la vie.
Vous êtes d'accord? C'est parfait comme slogan. Plusieurs slogans peuvent sortir de ce thème. Donner son sang est un acte de solidarité. Très bien. Alors, c'est fini, Olive, c'est fini pour ce numéro de Santé d'abord. C'est fini pour ce numéro de Santé d'abord. Merci à vous, professeur. Merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Merci pour toutes ces belles informations que vous venez de nous donner ce soir. Donner du sang, ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Alors c'est le lieu de nous inviter à donner de notre sang pour sauver davantage de vies. Carole, c'est fini pour Info Santé de ce soir. C'est fini. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir présenté ce numéro de Santé d'abord. Le thème, c'était l'importance du don de sang pour exhorter les potentiels donneurs à donner du sang pour sauver des vies. Nous allons remercier le professeur pour sa disponibilité pour cette émission. Merci également à toute l'équipe de la réalisation, à la caméra, M. Noudonou, à la réalisation, M. Lindalo. Et nous remercions également toute l'équipe de la production de Santé d'abord, grâce à qui nous avons eu ces éléments sonores dans l'émission de ce soir. On se donne rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de Santé d'abord. Olive, merci à toi. Merci aussi à toi, Carole. Donc, à bientôt. Au revoir. Merci.